Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct et aujourd'hui nous accueillons Michel Amar, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président du groupe Les Républicains, anciennement UMP à la ville de Lyon, le principal opposant de Gérard Collomb. Et on va revenir sur la présentation qu'il a faite lundi, à la fois d'un grand plan d'économie pour la ville de Lyon et à la fois du plan de mandat, le document finalement qui liste les projets nouveaux ou en cours qui vont être réalisés. Qu'est-ce que vous retenez de cette PPI avec un investissement de 600 millions d'euros? Gérard Collomb dit que c'est exceptionnel parce que dans un contexte financier compliqué, aucune autre ville de France ne va garder le même niveau d'investissement. Vous retenez ça ou plutôt le contenu de la PPI? Alors, il va investir 600 millions d'euros, mais il ne faut pas qu'il oublie de préciser qu'il le fait parce qu'il augmente les impôts et il le fait parce que la dette va considérablement augmenter dans le mandat. Donc il finance ces 600 millions d'investissements sur l'ensemble du mandat, essentiellement à travers la fiscalité et à travers l'endettement de la ville qui va considérablement augmenter. Donc c'est heureusement qu'il y a un niveau d'investissement élevé en contrepartie de l'effort qu'on va demander aux Lyonnais dès l'année prochaine sur les augmentations d'impôts, et puis parce que on va hypothéquer l'avenir de la ville en augmentant son endettement de façon dangereuse. Ensuite, le fait d'avoir... C'est celui qui veut être le futur maire qui s'inquiète. C'est celui qui récupérera les manettes en 2020, il aura vraiment plus de marge de manœuvre. Alors, je fais la transition du coup avec le plan marge de manœuvre, qui est le plan d'économie. On va l'expliquer, voilà 40 millions d'économies en 2020. D'ici 2020. Moi, très franchement, j'ai des doutes sur le sujet. J'attends de voir. Je veux dire, si ils réussissent à faire 40 millions d'économies, je dirais que c'est très bien et bravo. Mais j'ai beaucoup de doutes puisque depuis 13 ans qu'il est au pouvoir, il n'y a pas eu un euro d'économie. Donc 40 millions... Il explique depuis 13 ans qu'il est au pouvoir, il n'avait pas forcément cherché à en faire à ce niveau-là parce que le contexte financier ne l'obligeait pas. Là, le contexte financier oblige. Il y a des mesures qui sont quand même assez concrètes comme la création d'une 7e tranche de quotient familial pour les cantines, la diminution du budget du musée des Beaux-Arts. Ça, c'est pas des économies, ça, c'est des recettes en plus. C'est-à-dire que tout le paradoxe dans cette histoire... Non, il y a une diminution du budget et une hausse des tarifs. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les deux, ils jouent sur les dépenses et ils jouent sur les recettes. Le problème, c'est que vous allez demander à des familles de payer des prix de repas qui vont être très élevés. Pour des parents qui ont 2 ou 3 enfants qui mangent à la cantine, ça va représenter des 600 ou 700 euros par mois pour ceux qui seront dans les tranches les plus hautes. À ce niveau-là de prix, attention, vous savez la petite phrase « le trop d'impôt tue l'impôt ». C'est-à-dire que quand vous arrivez dans des tarifs prohibitifs, vous générez souvent une organisation inverse. Et c'est-à-dire que les gens échappent à cette taxation ou en tout cas à cette redevance trop chère pour trouver un autre mode d'organisation qui pour le coup n'amènera pas une recette à la collectivité et détournera du flux des cantines des gens qui avaient les moyens de pouvoir payer des repas à un prix un peu élevé pour justement permettre de payer un prix moins élevé aux familles plus modestes. Donc, vous savez, tout ça, c'est des équations. Sur le papier, c'est toujours facile. Dans la pratique, c'est toujours plus compliqué. Et souvent, le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'on imagine. Sur le plan marge de manœuvre... il y a des choses très concrètes, quand même. Ce que je disais, la diminution du budget des 2 musées, la diminution des subventions, quasiment la suppression des subventions à l'OL au Loup. Il y en a des vrais motifs. Sur la partie subvention, c'est vrai que là, il y a un effort annoncé, évident, de baisse de subventions aux grosses structures, ce qui va permettre de redégager quelques marges de manœuvre. Donc ces économies... bien sûr, nous on dit... Il faut faire des économies partout et tout le monde doit y contribuer, y compris les grandes institutions. Donc là, vous signez, qui vous ont, dites, OK, je suis d'accord. Sur cette partie-là, il n'y a pas de problème. J'ai pas de souci avec ça puisque c'est ce qu'on réclame depuis des années. Et vous savez, c'est toujours le problème de l'anticipation en politique. Gérard Collomb, quand il dit « j'ai rien fait pendant 13 ans, mais maintenant je suis obligé de le faire », c'est ça qui est dommage. Logiquement, nous devrions avoir en permanence le souci des coûts de fonctionnement pour faire en sorte qu'ils ne dérapent pas. Il a laissé déraper les coûts de fonctionnement pendant des années. Aujourd'hui, où il y a une baisse des dotations de l'État, qu'il vote, c'est-à-dire qu'il vote à Paris la baisse des dotations de l'État aux collectivités locales, et puis ensuite, quand il arrive à Lyon, il dit « Oh là là, alors cet État, vraiment,
à un moment donné, il faut fait assumer. Il fait ce que vous aviez fait sur pas du tout. Alors pas du tout. Nicolas Sarkozy, il y avait eu un gel et une baisse des dotations de l'État. Bien sûr, je l'ai assumé. Vous avez voté. Je l'ai assumé. J'ai dit oui, j'ai assumé. On maintient le niveau des dotations de l'État. Non, pas du tout, parce que je n'ai jamais critiqué au niveau national le gel des dotations de l'État et je ne m'en plaignais pas au niveau local. Gérard Collomb va les voter au niveau national et ensuite s'en plaint au niveau local. Donc là, il y a quand même carrément une contradiction. Il doit composer avec, c'est différent. Il ne maudit pas ce gouvernement et les sénateurs qui l'ont voté. On joue sur les mots. De la même manière que vous trouviez ça très bien sous Nicolas Sarkozy et moins bien sous François Hollande. Il y a un problème il y a un problème de cohérence. Ouais, mais le jeu, vous savez, c'est de ça dont les gens ont marre. Les citoyens, ils voient bien quand on a une attitude différente à un endroit et à un autre. Donc voilà. Alors au-delà de cette attitude politique que je trouve catastrophique, il y a le problème de l'anticipation. On doit en permanence, quand on est un responsable politique ou le responsable d'une entité qui a une activité économique, penser au moment où ça va être compliqué. On ne peut pas laisser déraper et puis tout d'un coup, parce qu'on a laissé déraper, la première difficulté oblige à faire des choses brutales. Regardez la fermeture de l'internat Favre. C'est quand même des choses qui sont brutales, qui sont annoncées. C'est depuis 2 ou 3 ans. Poser la question personnelle. J'ai pas l'impression que c'était ce qu'il ressentait. ressentait. Déjà le fermer. Oui, mais il n'y a aucune solution de rechercher à ce moment-là, ni avec la métropole, ni avec l'État, ni avec personne. Donc, ça oblige à des décisions brutales. Et comme là, sur la baisse des subventions, c'est aussi une décision brutale. Elle est évidemment nécessaire. Il n'y avait pas d'autre solution si on veut vraiment essayer de retrouver des marges de manœuvre, mais ça ne suffira pas à faire les 40 millions. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller au-delà. Et il faut aller... Pour vous, il y a combien, dans ce que vous avez vu du plan marge de manœuvre, vous chiffrez à combien d'économies ? Vous en avez vu plus que nous, puisque Gérard Collomb préfère présenter le plan à la presse plutôt qu'aux élus. Il le présentait aussi aux Lyonnais, c'était je crois sur un réseau social. Oui, bien sûr. Non, mais ensuite on a le droit aussi. Tous les Lyonnais étaient égalité. Dans une démocratie locale moderne et normale, il paraît quand même pas totalement illogique qu'il puisse y avoir une présentation aussi aux élus de la ville, toutes tendances confondues, de la politique de la ville. Mais enfin, c'est le fonctionnement de Gérard Collomb, on le sait malheureusement, puis apparemment tout le monde s'en fout. Donc, au-delà de ça, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on réduit réellement nos coûts de fonctionnement ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on repense l'exercice de nos compétences ? Est-ce que tout ce qu'on fait est indispensable à faire ? Comment est-ce qu'on mutualise plus avec la métropole ? Puisque la métropole... On va aller dans des cas concrets. Dans quoi vous tranchez, vous ? La métropole, on nous annonçait que c'était formidable, c'était une révolution de structure qui allait permettre de faire des économies. Résultat, 0 d'économie, plus 5% d'impôts et moins d'investissement. Le plus 5% d'impôts, Gérard Collomb était transparent, il l'a mis dans ses promesses de campagne. Pour la ville ? Pour la ville de Lyon. Pas pour la métropole. Pour la métropole, souvenez-vous, on va s'intéresser à la ville. Il annonçait. Oui, mais on va s'intéresser à la ville, mais c'est un tout. Comment on peut pas penser la ville ? Et dans la PPI qu'il a présentée, la moitié des projets relèvent de la métropole pour la ville de Lyon. Donc il y a forcément, je veux dire, les choses ne peuvent pas se dissocier. Il n'y a pas de campagne métropolitaine, on peut le regretter. Voilà, il y en aura une la prochaine fois, puisque le mode de scrutin va changer. On ne peut pas faire de promesse métropolitaine. Oui. En revanche, il y avait une promesse municipale qui était dans son programme de dire j'augmenterai les impôts de 5%. Il a été élu avec ça. On peut considérer que les Lyonnais sont d'accord avec cette hausse. Bien sûr, je le reconnais. Et les gens ont voté pour lui alors qu'il annonçait les hausses d'impôts. Vous n'aviez pas de hausse d'impôts et vous avez absolument. Pas été et pour le coup, la vraie question qui se pose, c'est de se dire comment est-ce qu'on repense l'exercice de nos compétences. Moi je dis la chose suivante. Où est-ce que vous irez plus loin que lui ? Je pense qu'il y a des services qu'il faut mutualiser beaucoup plus et voire métropoliser un certain nombre de services. On est en train de travailler là-dessus, on aura l'occasion de faire des propositions puisque nous y avons été invités pour le budget de fin d'année, donc nous ferons des propositions sur de réelles économies de services. C'est-à-dire par une mutualisation avec les services de la métropole. Il y a un certain nombre de domaines, que ce soit dans le domaine de l'urbanisme ou de l'aménagement, où je pense qu'il y a encore beaucoup de doublons. Sur l'action économique et sur l'action internationale, il y a beaucoup de doublons. Il faut faire sauter ces doublons, il faut rationaliser tout ça.
Ça, c'est une première partie. Ensuite, il y a une deuxième partie sur laquelle on doit pouvoir aussi réaliser des économies. C'est par les modes de gestion. Est-ce qu'un certain nombre de choses qui sont faites aujourd'hui par la ville de Lyon ne peuvent pas se faire en partenariat avec du privé? Donc il faut qu'on... C'est ce que Gérard Collomb fait, on va y venir en parlant de la PPI. Alors, globalement, il y a ce qu'il appelle ça les se fait les sur la pulpes. construction, Ça marche mais bien. ça se fait pas sur l'exercice d'un certain nombre de services. Là, il veut louer des places de crèche au privé. Oui, mais... Ce qui veut dire que on a l'impression aussi que ce Mais mandat, le privé vient au relais du public. Oui, mais Paul, c'est ce que nous proposons depuis des années. Donc vous êtes content. Lui était contre, et aujourd'hui, il reprend des propositions qu'on a formulées. Je peux reprendre mes interventions sur le secteur de la petite enfance depuis... Les idées nouvelles, on les combat, puis on les adopte. Depuis 10 ans, c'est à peu près ce qu'on dit. On dit il vaut mieux que la ville réserve des places à des structures privées pour générer la création de modes de garde d'enfants par le privé ou par le monde associatif, plutôt que de vouloir construire des... On le dit depuis 10 ans. Voilà. Donc, je veux dire, nous, on est à peu près en cohérence avec... Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire la somme. Mais moi, vous savez, les grandes annonces, je commence à voir la tempe qui grisonne. Et avec Gérard Collomb, on nous a habitués à faire des grandes annonces, peu suivies des faits. Donc, il a fait des annonces. Eh bien, nous allons nous assurer qu'elles produisent effectivement dans le temps des effets, et on le saura dès le prochain compte administratif ou les suivants. Ce n'est pas de temps long, hein. On est sur un exercice d'une année budgétaire, donc ce n'est pas des choses qui se font d'un claquement de doigts. On vérifiera. Si effectivement il y a des économies, très bien. S'il n'y en a pas, le constat que je fais aujourd'hui, c'est qu'il n'en a jamais fait en 13 ans. Réussira-t-il à en faire dans les prochaines années ? Personnellement, j'en doute, mais j'espère avoir une bonne surprise sur ce sujet. Dans sa présentation de lundi, il y avait donc ce plan marge de manœuvre qui était finalement, on va dire, la gifle, puisque il va y avoir un impact pour tous les Lyonnais. Et puis après, il y avait la caresse, cette programmation pluriannuelle d'investissement, la PPI, le plan de mandat, où là, l'objectif, c'est de faire rêver un peu les lecteurs, de lui dire vous avez bien fait de voter pour moi. Est-ce que vous trouvez que la promesse, elle est belle ? Ce plan de mandat, il est ambitieux, il est audacieux. Sur cette partie-là, il faut quand même ramener les choses à leur réalité. Nous avons une chance extraordinaire à Lyon, c'est d'avoir un tissu économique, industriel, ancien et qui conserve, malgré les difficultés économiques du moment, un dynamisme incontestable. Et qui est florissant, sous la droite au pouvoir et sous la gauche au pouvoir au niveau municipal, national. Bien sûr, globalement, contexte politique. Nous avons un socle de sociétés, de grandes sociétés créatrices de richesses qui est très solide, très diversifié, à la pointe souvent dans ces différents domaines, et on n'a quasiment pas de trou dans la raquette. 100% des maires en bénéficient. Donc aujourd'hui, dans une grande partie des projets qui sont présentés dans la PPI, ce n'est pas Gérard Collomb qui porte ces projets. C'est ce monde économique qui, par le dynamisme qu'il a, permet de mener un certain nombre de projets développés. Il les accompagne, je ne le conteste pas, ce que faisait Raymond Barre, ce que faisait Michel Noir, et ce que faisaient sans doute les maires précédents que j'ai moins connus. Qu'il accompagne le monde économique dans son développement, c'est juste la responsabilité d'un maire et d'un président de la métropole. Je ne lui conteste pas du tout le fait d'avoir une véritable motivation sur ce domaine-là. Très franchement, j'ai exactement la même, et je pense qu'il y a dans la classe politique, en dehors peut-être des Verts ou des communistes, qui sont d'ailleurs les alliés de Gérard Collomb, ce qui lui pose quelques problèmes, peut-être pas la même motivation à accompagner le monde économique dans son développement, mais c'est quelque chose qu'on partage. Mais ces projets-là, c'est les leurs. Vous faites référence à quoi ? Le siège de Sanofi, l'Hôtel Dieu, tout ça, il n'y a pas un euro d'argent public. Il n'y a pas un euro d'argent public. Il y a les voiries, il y a les aménagements, il faut permettre aux piétons, à la voiture d'y aller. C'est l'épaisseur du trait, la Oui, réalité de l'investissement. Quand il y a beaucoup de projets, l'épaisseur du trait, au bout d'un moment, ça devient épais.
on peut pas quand même s'accaparer le projet d'un autre parce qu'on fait un bout de trottoir. C'est quand même pas sérieux. Je veux dire, la réalité. Il y a 600 millions d'euros d'investissement, ils passent pas nulle la part. Réalité, bien sûr. Ils vont bien quelque part, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être faites. Ils vont passer dans les écoles, ils vont passer dans les équipements sportifs, ils vont passer dans les équipements culturels, ils vont passer sur un certain nombre de travaux dans les parcs, jardins, arbres, etc. Beaucoup des grands investissements qui ont été présentés à la PPI relèvent beaucoup plus de la métropole. Tout ce qui est grands aménagements de voirie ou même sur le domaine économique ou dans le domaine de l'urbanisme, c'est plutôt la métropole qui intervient. Donc, mais pour vous, c'est 600 l'investissement de la ville, pas grand-chose finalement. Non, je dis pas ça. Je dis que ces 600 millions d'euros, ils seront très bons pour le monde économique. Donc c'est de ce point de vue-là, j'ai pas peur de le dire, je partage la volonté de vouloir avoir un niveau d'investissement très haut. Le problème, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir un niveau d'investissement très haut. Je prônais le fait que nous conservions une marge de financement propre, c'est-à-dire la différence entre nos recettes et nos dépenses qui soit la plus élevée possible, par justement une recherche d'économie permanente pour ne pas dégrader notre capacité d'autofinancement. Comme Gérard Collomb a laissé se dégrader les coûts de fonctionnement, du coup, l'autofinancement s'est dégradé et donc lui finance cet investissement. Pas totalement vrai, un chiffre à l'appui. Si, chiffre à l'appui, je peux vous assurer, non. Vous regardez le taux d'épargne brute, il va chuter considérablement dans les années. Si, il commence moins 20 millions cette année, donc il a chuté et il va continuer chaque année. Donc, et ensuite, du coup, si vous voulez financer de l'investissement, c'est la hausse d'impôts et c'est l'endettement. Donc vous hypothéquez l'avenir. Lyon, qui était une ville avec des taux d'imposition qui étaient plutôt bons, est en train de rentrer dans la classe des villes moyennes. Et je crains qu'à la fin du mandat, nous, sur un certain nombre de critères financiers, nous soyons de mauvais élèves, et notamment sur l'endettement. Donc il y a quand même une forme d'hypothèque qui est portée sur l'avenir et qui fait que dans ce mandat, si réellement il n'y a pas d'économie de fait, je pense que la situation à 2020 sera mauvaise et que ça hypothéquera beaucoup le développement de l'agglomération pour les années à venir. Sur les grands projets, Gérard Collomb a eu lors de sa présentation une phrase en disant on va faire de l'entretien, mais pas des travaux, pas des projets somptuaires, comme ça pouvait être fait avant. C'était un peu ce que vous disiez, vous, pendant la campagne de toute façon, encore, vous êtes d'accord avec lui c'est pas la question d'être d'accord avec lui, c'est un constat. On entretient ce qu'on a et on lance plus de grands travaux. Aujourd'hui, les collectivités n'ont plus la capacité à mener les grands travaux. Regardez l'abandon de la maison de la danse. Moi, je savais pertinemment pendant la campagne que dire qu'on allait faire une maison de la danse à plus de 100 millions d'euros, vous vouliez faire un métro à 1 milliard. C'était illusoire. Ça ne se fait pas en un mandat, c'est financé pas par la ville de Lyon et pas par la métropole, mais par le Citral, ce qui est une autre problématique. Et le Citral est financé par la ville de Lyon, c'est les vases communicants, ça revient au même. Non, ça ne revient pas du tout au même. Je vous assure, ça ne revient pas du tout au même. Et c'est quelque chose qui se fait sur 15 ans, donc ce n'est pas quelque chose qui se fait sur un mandat. Donc ça relevait d'une autre logique qui consiste à préparer les grandes infrastructures de demain si on veut vraiment tirer la ville de Lyon au rang des grandes métropoles européennes. Ensuite, on peut en avoir le discours et pas réaliser ce qu'il faut pour le faire. Ma foi, ça fait partie de la question du faut-il raconter des histoires en politique et faire rêver. Parenthèse pour finir, sujet du bac de philo du jour. La politique échappe-t-elle à l'exigence de vérité? La réponse du lycéen Michel Avard. Déjà, qu'est-ce que vous auriez répondu, vous, lycéen? Oh là là, lycéen, je m'intéressais bien moins à la politique au lycée alors, qu'aujourd'hui. Élu avec un peu de bouteille, les tempes grisonnantes, vous dites quoi? Aujourd'hui, malheureusement, et je fais le lien avec la PPI, trop souvent, les candidats aux élections racontent des histoires et des balivernes et des mensonges pour faire rêver. Et puis quand arrive ensuite le moment de faire les choses, eh bien, ils ne peuvent pas faire. C'est exactement ce qui se passe avec la PPI aujourd'hui. Elle échappe aux exigences de vérité? Elle échappe, les candidatures aux élections échappent aux exigences de vérité. Et pour le coup, la vôtre aussi, non, malheureusement, ça m'a été d'ailleurs reproché par certains de vouloir être trop sérieux dans ma candidature et de ne pas vouloir assez faire rêver. Mais s'il faut mentir pour être élu, ça ne marchera pas avec moi. Ça veut dire que je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait la fracture entre le monde politique et le citoyen,
c'est justement cette absence d'exigence de vérité et qu'il faut tout faire, y compris c'est votre rôle à la presse et aux médias, de ne pas considérer ça comme normal pour le monde politique. Tant qu'on considérera comme normal pour le monde politique le fait qu'on puisse mentir pendant les périodes électorales et pas faire ce qu'on a dit qu'on allait faire après, eh bien je pense qu'on affaiblit tous la démocratie, donc à nous tous d'avoir cette exigence de vérité, y compris pour le monde politique. Merci beaucoup Michel Avare pour cette belle dissertation philosophique. Et moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Au revoir.